Bien, il est quasiment 10 heures. Nous allons donc commencer. Bonjour à tous. Comme la dernière séance, il y avait eu quelques manques dans la distribution de cartes. Je vous en ai procuré un plus grand nombre d'exemplaires. J'espère que cette fois-ci, cela suffira, car nous allons continuer donc notre exploration des routes du désert avec la route de Bérénice. Et vous vous souvenez que mon propos est d'abord de présenter l'état des recherches que nous conduisons depuis maintenant une vingtaine d'années avec Hélène Cuvigny, Adam Bilow-Jacobsen, Michel Rédé et moi-même sur ces routes, de façon à ce que nous puissions ensuite progressivement bâtir, ou en tout cas aider à bâtir une histoire du commerce érythréen. Et donc la présentation des fouilles que je fais sera complétée à partir de la semaine prochaine par divers séminaires. Le premier sera fait par Michel Rédé, proprement sur l'architecture des forts. Mais avant, il faut donc continuer notre progression vers le sud et vers la ville de Bérénice. Vous vous souvenez que nous étions, alors on m'a donné un nouveau pointeur vert qui j'espère marche mieux, et nous étions donc partis la semaine dernière de Lakeita, l'ancien Phoinikon qui est situé ici, et en direction donc du sud, pour atteindre le premier fort de la route, celui de Didumoy, que nous connaissons bien car nous l'avons longuement fouillé entre 1997, 1998 et 2000. Et je n'avais pas tout à fait terminé la présentation du site, car il nous restait à examiner finalement le point le plus important, et qui est tout le secteur tout le secteur nord-ouest du fort, qui est le plus important car c'est celui qui a gardé les vestiges les plus clairs qui montrent l'évolution du fort du début jusqu'à la fin. C'est non seulement la partie qui a gardé tous ces vestiges, mais c'est aussi la partie la mieux conservée. Alors vous voyez ici une vue d'ensemble de ce secteur. Au moment où on a commencé les fouilles, on n'avait pas encore vidé la citerne qui est ici. Ici, nous sommes dans l'entrée. Vous reconnaissez les tours. Et c'est donc ce secteur nord-ouest que nous allons examiner maintenant. Dans la phase finale du site, c'est un secteur particulièrement important car il regroupe certainement les appartements du commandant, du curateur, et c'est donc le prétorium, et il est associé avec un sanctuaire qui est situé ici. Mais avant d'arriver à cette phase, il y a eu des phases antérieures. D'abord, une première phase immédiatement après la construction du fort, qui a consisté à installer des casernements le long des murs. Ceci donc dans les années de la fin du premier siècle après Jésus-Christ. Et cet ensemble a été en partie déjà démoli très vite, soit dans les années 90, soit vers la fin du premier siècle, par la construction de la citerne numéro 4 qui a détruit les casernements qui étaient ici. Ça a fonctionné comme ceci pendant toute la première moitié du IIe siècle, et il y a eu ensuite un abandon que nous avons constaté aussi vous vous souvenez, dans la stratigraphie du dépotoir, et cet abandon s'est manifesté dans ce secteur par le dépôt d'une très fine couche de sable qui a marqué donc une phase où apparemment le fort n'était plus occupé.
À ce moment-là, donc là aussi, à nouveau la citerne qui a démoli donc les casernements. Et voici donc une coupe qui vous montre bien comment la citerne a coupé l'ensemble des baraquements et n'a laissé subsister finalement pas grand-chose, évidemment, des casernements qui étaient alignés le long du rempart. Il y a donc une transformation considérable qui se produit lors de ce que j'ai appelé l'état 3, c'est-à-dire au moment où on reconstruit le fort après, en tout cas sous le règne de Marc Aurèle. À ce moment-là, on garde bien entendu la citerne, on la répare probablement, d'après ce que nous dit l'inscription, et on construit ici de nouveaux casernements qui utilisent en partie les murs anciens, mais qui en partie utilisent de nouveaux murs pour créer des pièces. Et les pièces 19 et 20 qui sont là sont, selon moi, attribuables à l'appartement du curateur, et nous allons voir pourquoi. Et la pièce 21 qui est ici est très clairement un sanctuaire, la chapelle du fort, qui ouvre les deux sur une place que vous voyez ici, qui est la cour 18. Cette place comprend au centre un autel qui est fait de briques enduites et décoré de peintures, notamment un animal prêt à être sacrifié. Alors l'animal n'est pas très clair, ça pourrait être un cochon. Alors on va voir maintenant comment ça se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur du praetorium, on a une stratigraphie qui est extrêmement compliquée, que je vous épargne, mais qui, disons, se stratifie des évolutions entre la fin du IIe siècle et le milieu du IIIe siècle, avec des constructions successives de petits silos que vous voyez là, qui se remplacent les uns les autres au fil du temps. Ces évolutions un peu mineures ne sont pas d'un très grand intérêt ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les murs, à la différence de tous les autres du fort, étaient enduits de terre, recouverts de chaux et décorés de peintures, comme vous le voyez ici. Alors ce ne sont pas évidemment des peintures d'une grande qualité, susceptibles de rivaliser avec celles de Pompéi, mais on voit bien qu'il y a un effort très net de décorer les appartements du commandant avec donc cette décoration rouge et noire avec des quadrillages et des espèces de croix de Saint-André qui sont ici. À côté, donc, on construit un sanctuaire qui est principalement occupé donc, et utilisé au IIIe siècle. Alors, ce sanctuaire nous est parvenu dans un état relativement dégradé pour plusieurs raisons. D'une part, car nous allons le voir, il semble bien avoir été démoli à la fin de l'Antiquité, j'imagine par des chrétiens qui ont voulu détruire le sanctuaire des idoles, et d'autre part parce qu'il a fait l'objet ultérieurement de pillages et d'excavations que nous avons évidemment le plus grand mal à dater, mais qui ont dû se passer entre la fin de l'Antiquité et l'époque contemporaine. Et on pénétrait dans la salle par une porte axiale que vous voyez là, et devant se trouvait donc l'autel dont je vous ai parlé. Il est précédé, la pièce est précédée d'une banquette qui est ici, et on accédait par un petit escalier ici aux pièces du praetorium. Donc on accédait ici dans une pièce qui était dallée, qui ouvrait sur le mur du rempart, qui a été modifié, creusé de niches, que vous voyez là, et bordé des deux côtés par des banquettes. Les niches sont particulièrement intéressantes. Vous voyez qu'elles ont été creusées donc, dans le rempart. Elles comportent une niche centrale qui devait abriter une statue, probablement,
2 niches latérales peut-être pour des statues, et on imagine que ces 2 niches pourraient avoir abrité les statues ou des images des Dioscures, puisque nous sommes dans le fort de Didumoy et que donc les Castor et Pollux étaient les divinités protectrices de ce fort. La niche centrale, elle, pourrait avoir été réservée à un dieu plus important, proprement Jupiter, qualifié localement de grand Sérapis, et nous verrons par la suite, lorsque nous examinerons la même chapelle fouillée dans le fort de Dios, que nous avons une des preuves de l'adoration de Zeus, Hélios, grand Sérapis, comme nous disent les inscriptions, c'est-à-dire un syncrétisme entre Zeus, le Jupiter des Romains, et le Sérapis, ce qui faisait que à la fois les Occidentaux ou les hellénophones ou les Grecs qui habitaient en Égypte et les Égyptiens eux-mêmes se retrouvaient en quelque sorte dans un culte qui était commun. Alors on n'a pas la certitude que la niche centrale ait été destinée à cette divinité, mais on a retrouvé, nous allons le voir par la suite, quand même quelques éléments, une inscription qui fait allusion à Sérapis, une tête de statue, et donc on a quand même une assez bonne probabilité. La chapelle était décorée de peintures, malheureusement très mal conservées du fait des pillages successifs. Ici, on a trouvé, nous allons le voir, une frise de soldats avec des boucliers qui marchent et qui se dirigent visiblement vers l'autel principal. Et il y avait ici toute une série d'inscriptions, malheureusement en grande partie effacées, et qui sont en fait des prosynèmes, des actes d'adoration devant les dieux. Alors voici la peinture de la frise de soldat. Vous voyez qu'elle est très très mal conservée, mais on reconnaît très bien la partie inférieure d'un soldat avec ses jambes qui sont ici. Le bas de la cotte de maille qui est représenté de cette façon et le bouclier. Et on distingue à peine le suivant qui est situé ici. Et il faut donc imaginer une frise de soldats un peu du même type que celle qui est connue dans la chapelle dite des Tétrarques à Luxor, où on a donc une procession de cavaliers, en l'occurrence, qui tiennent leur cheval par la bride et qui se dirigent vers les figures centrales des tétrarques qui sont figurés au fond de la chapelle de Luxor, temple de Luxor qui, à l'époque qui nous intéresse, est transformé en camp romain, et donc la comparaison se justifie pleinement. À Didumoy, la découverte dans les déblais de cette pièce d'une plaque de schiste qui représente un cavalier cuirassé, sans doute l'un des castores, ici, nous paraît répondre à ce schéma iconographique, et donc on doit imaginer que les frises de soldats se dirigent vers ces images divines. Alors malheureusement, nous n'avons que ce petit fragment, mais on reconnaît assez bien un personnage masculin assez jeune, cuirassé, qui tient le cheval par la bride, ce qui est une représentation classique de l'un des Dioscures. Mais comme je vous l'ai dit, plusieurs statues renvoie au culte de Sérapis. C'est le cas, par exemple, de cette tête de statuette qui peut-être faisait partie de la statuette qui était dans la niche centrale. Mais nous avons aussi trouvé des fragments de statuettes représentant Sérapis et Harpocrate, des tables d'offrande, un sphinx qui montrait qu'on adorait donc les dieux égyptiens, et également une petite tête qui pourrait appartenir à une statue d'Isis. Malheureusement, tous ces éléments étaient complètement dispersés à la fois dans le sable et dans les gravats du sanctuaire lui-même et autour, notamment dans la citerne, car ils avaient été jetés au moment de la destruction du sanctuaire. À côté
des niches centrales que vous voyez là, il y avait aussi sur les banquettes des autels secondaires à probablement d'autres divinités. Alors on peut penser à Isis, mais on n'en a pas la preuve. Vous voyez ici un socle qui devait supporter une statue, et ici un petit foyer sur lequel on faisait brûler de l'encens. Et donc il faut imaginer qu'il y a les cultes principaux et les cultes secondaires qui sont sur les banquettes à côté. Cet aménagement a fonctionné, donc là ici vous voyez une table à offrande qui elle-même n'était pas en place mais qui devait venir de cet ensemble. Cet aménagement a fonctionné pendant toute la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ avec diverses modifications. Dans un état 4, le sol du sanctuaire a été abaissé et on a refait le pavement avec des grandes dalles de grès. Et on a installé donc ces autels secondaires dont je vous ai parlé. Et il est vraisemblable que, là vous voyez ici l'emplacement de l'autel secondaire, il est vraisemblable que d'autres autels du même type étaient sur la banquette méridionale qui est ici, mais cette partie a été très détruite par les destructions et pillages successifs. Et c'est donc à ces cultes que devaient appartenir les tables d'offrande que nous venons de voir. On n'a pas une date très précise pour cette transformation, mais la chronologie relative montre que cette transformation, donc la construction d'un nouveau sol et les modifications se placent dans le premier quart du IIIe siècle. Ensuite se produit une modification importante que j'ai appelée l'état 5, qui voit en fait une transformation du sol, puisqu'on va recouvrir le dallage préexistant d'un dallage fait de briques. Lorsque vous voyez là, c'est un trou de pillage qui est nettement postérieur, et cette transformation s'accompagne de travaux à l'intérieur du prétorium, ici, où on construit de nouveaux silos et on fait de nouvelles modifications. Et je pense que cette transformation se place quelque part sous le règne de Sévère Alexandre, en tout cas au plus tôt sous le règne de Sévère Alexandre, car, par chance pour une fois, nous avons trouvé une monnaie qui avait été incluse dans la maçonnerie de l'un des silos qui est ici, et c'est une inclusion qui me paraît volontaire, c'est une monnaie qui était presque neuve, et j'imagine donc que c'est une espèce de monnaie de fondation, ou en tout cas une dédicace, qui nous donne en tout cas un très bon terminus. C'est à partir de cette époque qu'on a cessé totalement de rejeter les déchets dans le dépotoir extérieur, et c'est à partir de cette époque que l'on commence à remplir le fort lui-même d'ordures qui s'accumulent dans les diverses pièces. Et donc on voit, peu après cette transformation, que le fort n'est plus occupé de la même façon qu'avant. Probablement il y a moins de soldats, et en tout cas certaines pièces sont totalement transformées en dépotoir. Alors ici vous voyez une vue de cette phase à l'intérieur du prétorium, qui probablement n'est plus à ce moment-là occupée de la même façon par le commandant, quand on voit qu'il n'y a plus de place pratiquement pour vivre, mais on voit ces silos qui sont ici, ces petits silos pour contenir le grain, vous en avez d'autres ici, et c'était dans la maçonnerie de la coupole de ce petit silo-là qu'on a trouvé cette monnaie qui nous permet de bien dater cette phase. Alors vous voyez ici une coupe de l'ensemble du fort avec le rempart ici, son chemin de ronde, les premiers niveaux du praetorium qui sont situés ici, et cette phase 5 qui est caractérisée par cet ensemble de couches, et ici par le dallage en briques qui se substitue et qui se superpose au dallage de pierre qui était auparavant. Alors voici ce dallage de briques. Nous le verrons, un dallage du même type dans le fort de Dios,
qui est donc une réfection, certainement au début du deuxième quart du IIIe siècle, de l'ensemble. Et vous remarquez ici se trouve la destruction du socle qui devait supporter les statues ici, qui est évidemment nettement postérieure. Suit ensuite une phase qui correspond donc au dernier aménagement et phase qui doit être à peu près contemporaine. Dans le sanctuaire, les derniers aménagements que l'on décèle consistent en rehaussement des banquettes sur le côté avec ces pierres que vous voyez là, et encore des réfections de l'autel secondaire. J'ai compté 11 réfections successives de ce petit autel qui montrent donc une dévotion particulièrement intense au cours de cette période. Et donc cette utilisation dans le second quart du IIIe siècle me paraît correspondre aux dernières phases d'utilisation. Ensuite, il y a la phase d'abandon, et il est clair que lors de l'abandon, le sanctuaire était propre. Alors que toutes les pièces environnantes sont remplies de déchets, aucun déchet n'avait été jeté, ce qui implique que jusqu'à la désaffectation du fort, le sanctuaire a fait l'objet d'un entretien constant, à la différence donc des pièces avoisinantes. Plus tard, le sanctuaire a été pillé et le mobilier a été jeté à l'extérieur. On a trouvé une table d'autel fracassée dans la cour qui était devant, et donc une excavation que vous voyez là a été creusée au centre de la pièce, mais je ne saurais pas dire si cette excavation date de la période de destruction du sanctuaire ou si c'est une excavation faite par les populations du désert à une époque beaucoup plus récente, peut-être à la recherche d'un trésor qu'on imaginait évidemment être caché sous l'autel. En tout cas, on n'a pas tellement d'éléments pour dater le pillage, mais l'acharnement qui a été mis à détruire les tables d'offrandes, les statues et les inscriptions me semble être le fait des premiers chrétiens qui semblent s'être acharnés sur plusieurs sanctuaires des forts de la route, et on a quelques fragments de céramique du Ve siècle dans le sable correspondant à cette phase de pillage. Ça pourrait dater, disons, le moment de cette destruction. Donc, en synthèse de cette histoire complexe, je vais donc résumer les principales étapes des vicissitudes de ce fort, qui me paraît très éclairant pour la surveillance des routes du commerce érythréen. Lorsqu'il décrit les étapes de la route de Coptos à Bérénice dans le troisième quart du Ier siècle, comme je vous l'ai dit, Pline ne mentionne pas de puits à l'emplacement de Didumoï. Les deux premiers hydromata, c'est-à-dire les deux premiers puits dont il a connaissance à partir de Coptos, sont ceux de Phoinikon et de Compassie. Entre les deux, donc, nous avons vu que les caravanes devaient bivouaquer in monte, c'est-à-dire en plein désert, et nous allons voir tout de suite après que le Panéion du Wadi Meni, qui est situé à 14 km au sud de Didumoï, a toute chance d'être un de ces endroits où l'on faisait halte entre Phoinikon et Compassie. Le fort de Didumoï, donc, est construit, nous le savons grâce à l'inscription que nous avons vue la semaine dernière, en 76-77. Dans le cadre d'une campagne de construction des présidia, qui sont pourvus donc de puits, hydromata et de citernes, l'acquis. Nous avons des dédicaces quasiment identiques pour le fort d'Aphroditès que nous allons voir tout à l'heure et pour le fort de Sychaïte qui est à côté de Bérénice. Mais j'ai pensé aussi que cette série de forts, qui est donc bien datée par les inscriptions, devait être augmentée, probablement de celui de Crocodilo et de Maximianon sur la route de Myosormos, et presque certainement aussi, je dirais même certainement, pour le premier fort de Dios, qui est situé sur la route de Bérénice, que nous allons voir tout à l'heure, et qui est situé donc au sud de Compassie.
je crois donc qu'on a affaire à ce moment-là à une décision forte de l'administration romaine qui équipe totalement les deux routes. Nous verrons que c'est probablement lié à une activité plus intense des populations du désert qui cherchent à piller les caravanes. Lors de la construction du fort de Dumoy, nous l'avons vu, le fort est déjà doté d'un puits et des citernes 1 et 2, qui sont situées là et là, et probablement déjà de termes. À cette époque, la chapelle devait se situer à l'emplacement des pièces 40 qui suivent par la suite. Puis, on a construit une grande citerne, nous dit une inscription, sous la préfecture de Mettus Rufus, c'est-à-dire entre 88 et 92. Alors, on ne sait pas si c'est celle-ci ou celle-ci. La logique voudrait que c'est peut-être celle-là, puisqu'on est à côté des deux citernes primitives. Et puis, une autre grande citerne a été creusée en 96 après Jésus-Christ, peu après, et ça pourrait être celle-ci. Entre la fin du règne de Domitien et le début du règne d'Adrien, le fort semble en pleine activité si l'on en croit l'accumulation rapide des détritus dans le dépotoir. Cette accumulation, je vous l'ai montré très rapidement la semaine dernière, a été divisée en 6 phases, et ce sont dans ces contextes, et surtout les derniers contextes, les phases 9 et 10 du dépotoir, qu'apparaît le dossier d'Ostraka d'un certain Philoclès, qui était un proxénète et aussi fournisseur de toutes sortes de biens, et notamment de vins, et qui était actif sous les règnes de Trajan et d'Adrien. Il semble, d'après les études faites par Hélène Cuvigny et Adam Bülow-Jacobsen, que ce Philoclès était établi dans l'oasis de Phoinikon et qu'il approvisionnait en quelque sorte les forts des deux routes. L'occupation intense du fort me paraît s'arrêter aux alentours de 150 après Jésus-Christ, et on a donc peut-être une vingtaine d'années ou un quart de siècle d'abandon. Puis, par une décision là aussi forte de l'administration, on décide de restaurer le fort en 176-177, d'après une inscription de l'époque de Marc Aurèle. L'inscription nous dit qu'on restaure le fort après l'effondrement du puits et que l'on répare 4 installations qui nous paraissent être les 4 citernes, et on remet donc le fort en pleine activité. À ce moment-là, comme le puits qui s'était effondré avait dû détruire le sanctuaire qui est ici, on le déplace et nous venons de voir qu'on l'installe dans l'angle nord-ouest du fort. Dans les dernières années d'occupation du Présidium, comme nous l'avons vu, on ne jette plus les ordures sur le dépotoir extérieur, mais dans les pièces à l'intérieur du fort, ce qui condamne certaines d'entre elles et qui nous permet donc de dater certaines évolutions finales. Le document le plus tardif, bien daté, que nous ayons est l'Ostracon de Didumoy 29, qui est daté de 236. C'est une lettre circulaire qui a été adressée aux curatores, c'est-à-dire aux commandants des praesidia de la route de Bérénice, et qui leur demande, cette lettre, d'informer les soldats que l'empereur Maximin le Thrace vient d'associer son fils à l'Empire. C'est le dernier document que nous ayons, mais je crois, du fait de la nature du matériel archéologique que nous avons trouvé dans les dépotoirs, que le fort continue d'être occupé jusque vers 250 après Jésus-Christ. À la fin de l'occupation, j'ai l'impression que toute la partie arrière du fort, qui est totalement remplie d'ordures, est pratiquement abandonnée, et que les derniers soldats en poste n'occupent plus que la partie avant du fort, la zone de l'ancien prétorium, la zone du sanctuaire qui, comme je vous l'ai dit, reste occupée jusqu'à la fin. Et c'est ainsi donc que l'affaire se termine vers le milieu du IIIe siècle.
On n'a pas dans le fort de Dumoy les tout derniers niveaux que nous avons trouvés dans le fort que nous avons fouillé encore cette année à Xeron-Pelagos, situé plus au sud, et je crois donc fermement à ce que nous avons écrit dans la publication qui vient de paraître, que l'occupation s'arrête vers 250. Comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile de dater la fin d'une occupation que le début. Le début peut être daté avec une grande précision dans les sites que nous fouillons grâce aux inscriptions de fondation. La fin est plus délicate à prouver, car tout ce que nous pouvons dire, c'est que le fort a été abandonné après une certaine époque et pas véritablement telle année. Mais l'absence notamment de certains types d'amphores de Cilicie et d'imitations d'amphores de Gaule fabriquées en Syrie vers le milieu du IIIe siècle me fait penser que nous ne dépassons pas les années 245-250 après Jésus-Christ. Donc là, nous avons un très bon résumé de l'histoire et que nous allons compléter évidemment par les sites suivants. Alors lorsque nous poursuivons notre voyage vers le sud et que nous laissons le fort de Dumoy, comme je vous l'ai dit, en suivant la piste, nous arrivons à un coude de la piste ici, qui est à 14 km du fort Dumoy, dans un endroit où il y a une falaise avec un abri sous roche qui s'appelle le Wadi Meni, et que dans notre jargon nous appelons le Panéon du Wadi Meni parce que il y a un abri qui a servi de sanctuaire pour Mine et pour Pan qui est associé et qui est identifié à Mine. Alors il s'agit d'une petite falaise de grès, comme vous voyez là, qui procure un bon abri pour les heures chaudes de la journée, puisqu'on y est à l'ombre, et le pied de la falaise et l'abri a donc toujours servi aux hommes qui voyageaient dans ce secteur pour se reposer. Ils ont d'abord gravé des animaux sur les parois, et c'est d'ailleurs l'étude de ces gravures d'époque difficile à déterminer, mais probablement préhistorique, qu'avait conduit l'ethnographe allemand Winkler à relever des graffitis grecs et latins qui étaient associés à ces gravures. Et je vous renvoie à cet ouvrage qui donne l'ensemble de ces relevés, paru en 1938 à Londres, et qui s'appelle Rock Drawings of Southern Upper Egypt, et qui a des relevés qui ont été faits en 1936-1937. À partir de ces relevés, Meredith, en 1954, avait publié les textes inscrits et dans un article qui avait évidemment fait sensation, parce que vous allez voir que les textes sont tout à fait essentiels, un article qui s'appelle « Inscription from the Berenice Road », paru dans la Chronique d'Égypte 29 en 1954, et qui a été repris ensuite par André Bernan lorsqu'il a fait son recueil sur les inscriptions du désert qui s'appelle « Pan du désert ». Les inscriptions n'ont été revues qu'en 1989 par Federico De Romanis, qui avait profité de l'équipe américaine qui prospectait cette zone pour effectuer avec leur appui des relevés et des photographies qu'il a publiées dans son ouvrage que nous aurons l'occasion de citer souvent par la suite, qui s'appelle Cassia Cinnamono Ossidiana, Uomini e merci tra Oceano Indiano e Mediterraneo, publié à Rome en 1996. Enfin, Adam Bülow-Jacobsen, Hélène Cuvigny et Frédéric Collin, qui s'est occupé de la période pharaonique, ont pu mener une campagne de relevés systématique lorsque nous avons fouillé le fort de Dumoy. Ils en ont tiré un article qui fait le point définitif
sur les inscriptions de cette zone, et avec une contribution pour les inscriptions sud-arabiques de Christian Robin et pour les inscriptions nabatéennes de Leila Némé, un article qui s'appelle « Inscriptions rupestres vues et revues dans le désert de Bérénice », paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 99, et qui donc donne le point définitif. Et c'est cet article, évidemment, que je vais suivre pas à pas pour vous relater les principaux points qu'il faut retenir. Le Panéion donc du Wadi Meni, vous le voyez ici, est situé au pied de cette falaise et comporte principalement des rochers qui se sont éboulés et qui ont offert des anfractuosités où on peut se glisser et se mettre donc à l'abri de la chaleur. Les plus anciennes inscriptions relevées par Frédéric Collin sont datables du Moyen Empire et surtout du Nouvel Empire. Et sur ce point, je vous renvoie à l'article de Frédéric Collin qui s'appelle « Les Panéias d'El Boueb et du Wadi Meni sur la piste de Bérénice à Coptos, les inscriptions égyptiennes », paru dans le bulletin d'archéologie orientale 98. Les voyageurs qui venaient de Thèbes à cette époque-là se mettaient sous la protection de mines, qui est d'ailleurs représentée sur les parois de l'abri. Alors ici, vous voyez une vue de l'intérieur de l'abri, vous voyez que c'est tout petit, ça fait à peine 3 mètres ou 4 mètres de longueur et moins de 2 mètres de largeur, mais ça suffit pour se mettre à l'abri des chaleurs très importantes, et vous remarquez ici que toutes les parois de grès sont recouvertes d'inscriptions. Alors, nous avons d'abord des inscriptions donc pharaoniques dédiées à Mine, et qui est représentée ici. Et Frédéric Collin pense que les voyageurs de cette époque-là, c'est-à-dire du Nouvel Empire, venaient dans le désert à la recherche de ressources minérales, et il en trouve un indice dans le fait qu'un des graffitis a été réalisé par un personnage originaire de Der el-Médineh et donc du village d'artisans de la nécropole royale. Et on pense donc que ces voyageurs faisaient des tournées d'exploration à la recherche de minéraux qui étaient utilisés ensuite pour la décoration des tombes. Aucun graffito n'est daté de la période proprement ptolémaïque. À cette époque, en effet, le trafic vers Bérénice ne passe pas sur la piste qui mène à Coptos, mais par celle qui conduisait à Apollonopolis Magna, c'est-à-dire à Edfou. En revanche, à partir de la fin de l'époque augustéenne et jusque sous Claude, le Panéion est très fréquenté par les voyageurs qui ont laissé des graffitis, notamment de bateaux. Et vous voyez ici l'exemple d'un de ces graffitis. Donc on est évidemment dans cette ambiance maritime. Ce sont des gens qui vont s'embarquer ou qui reviennent d'Inde. Et ces graffitis donc, sont accompagnés d'un certain nombre d'inscriptions. Ces inscriptions se répartissent en 2 périodes principales. La fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'extrême fin du 1er siècle, et la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, qui totalise 35 inscriptions, et la fin du 4e siècle jusqu'au 6e siècle, qui totalise 16 inscriptions. Dans la première série, il faut examiner les principales, en suivant pas à pas les commentaires d'Hélène Cuvini et d'Adam Bello-Jacobsen. La première inscription, datée, a été écrite par un certain Laudanès, que vous pouvez lire très clairement, Laudanès, Calpurniu Moscas. Laudanès qui était esclave d'un certain Calpurnius Moscas, et l'inscription est datée de l'an 27 de César, le 30 Faulfi, c'est-à-dire le 27 octobre 4 avant Jésus-Christ. Ce Laudanès était un esclave d'origine arabe, d'un affranchi ou d'un descendant d'affranchi que Federico de Romanis a mis en relation avec la puissante famille des Calpurnii de Pouzol. Ces Calpurnii s'étaient enrichis de façon très importante dans le commerce, probablement le commerce des épices et des aromates venus
importés d'Arabie et de la Corne de l'Afrique, voire d'Inde, ils s'étaient enrichis tellement qu'ils avaient pu construire à leurs frais le Capitole en marbre de Puzol, que vous voyez ici, qui a été ensuite englobé dans la cathédrale et qui aujourd'hui est en partie dégagé et donc qui sera bientôt visitable. Capitole en marbre, donc vous imaginez une dépense absolument colossale qui a valu à l'un des Calpurnii d'avoir gagné le surnom de Capitolinus en souvenir donc et en hommage à cette dépense évergétique somptuaire. 10 ans après la première inscription, à peu près, 2 ans après, pardon, entre le 25 février et le 26 mars 2 avant Jésus-Christ, un certain Gaius Numidus Eros a écrit une inscription en latin qui dit Gaius Numidus Eros a été ici l'an 28 de César en revenant d'Inde au mois de Famenut. Et vous voyez, c'est cette inscription qui est située ici, Gaius Numidus Eros, hic fuit, etc. Cette inscription est essentielle pour 2 raisons, même 3 raisons. La première est la date qui coïncide là aussi avec le boom des importations d'aromates arabes et indiens. La mention explicite du retour de l'Inde et le nom de Numidus. En effet, Federico de Romanis, dans son ouvrage de 1996, page 244, a mis en relation ce nom avec une famille de Capoue. Capoue qui, comme vous vous souvenez du cours que j'ai donné l'année dernière, était un grand centre de parfumerie. On est donc fondé à penser que, de même que les Calpurnii, les Numidii envoyaient leurs dépendants, des esclaves et des affranchis, en Arabie et en Inde pour chercher des matières premières nécessaires à leur, peut-être pas à leur propre parfumerie, mais en tout cas à fournir les parfumeurs de la campagne. Ce trafic transitait par le port de Puzol et était au moins, semble-t-il, en partie destiné à la ville de Capoue, dont la place de Seplasia regroupait les parfumeurs. Donc là, on a en quelque sorte les tenants et les aboutissants de ce commerce. Commerce qui continue dans les années successives, puisque 8 années après, le 2 ou le 5 juillet 6 après Jésus-Christ, un certain Lysas a gravé 2 inscriptions. Alors vous voyez ici, Lysas, une première inscription en latin et une autre en grec. Celle en latin dit ceci, Lysa Publiani Plocami Veni, et donne ensuite la date, donc ça veut dire Lysas, esclave de Publius Annius Plocamus. Il dit « Je suis venu ici en l'an 35, le 3e jour avant les nonnes de juillet ». L'inscription grecque dit à peu près la même chose avec une erreur de date près, mais on est toujours quand même dans la 35e année de César. L'important pour nous, c'est que Lysas appartenait à un certain Publius Annius Plocamus. Or, ce personnage est un homonyme, ou peut-être le même personnage, d'un Annius Plocamus qui était rédemptor du Vectigal Maris Rubri sous Claude, et donc, en quelque sorte, le fermier des impôts pris sur le commerce de la mer Rouge. Ce personnage est connu par un passage de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 84-85, passage bien connu qui raconte qu'un des affranchis de Publius Annius Plocamus a été détourné par une tempête vers Ceylan. Alors ce pourrait être le même personnage, ou peut-être un parent, mais quoi qu'il en soit, ça indique que la famille des Annii Plocami avait des intérêts forts dans le trafic érythréen dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. L'inscription est d'ailleurs complétée par une autre d'un certain Taliarchus, qui était esclave de Gaius Numidus et qui a été également dans cette même grotte à la même époque.
D'autres inscriptions s'échelonnent dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, comme celle de Sostratos, fils de Démétrios, d'Apollonios, fils d'Éparchos, qui est datée de l'an 21 du règne d'Auguste ou de Tibère, c'est-à-dire vers 10 avant Jésus-Christ ou vers 34-35 après. Vous voyez ici Sostratos, Démétrios, etc. Et il y en a, bon, comme je vous l'ai dit, 35 de ce type-là. Nous n'allons pas les voir tous. Je vous renvoie donc à l'article paru dans le bulletin d'archéologie orientale. Dans la même période sont également datables 2 graffitis nabatéens qui ont été étudiés par Leila Némé et dont un qui dit que soit commémoré chaque nabatéen en bien, et en tout cas qui prouve que le trafic à travers le désert n'était pas seulement le fait d'esclaves des grandes familles romaines, mais aussi de populations arabes installées de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, comme je vous l'ai dit, après le milieu du 1er siècle, après Jésus-Christ, les graffitis cessent, ce qui implique que les caravanes ne font plus étape dans le Panéion, mais probablement dans les présidia qui sont construits à cette époque-là. Alors, significativement, ils redeviennent relativement nombreux à partir des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ, lorsque, d'une part, Bérénice, à ce que montrent les fouilles de nos collègues américains, Bérénice connaît une nouvelle phase d'expansion, mais correspond aussi à une phase où l'armée romaine a décidé d'abandonner la surveillance de la route et d'entretenir les praesidia. Donc, à ce moment-là, le Panéion retrouve sa fonction naturelle et originelle qui sert donc de lieu de bivouac, ou en tout cas de halte, sur la longue route qui menait de Bérénice à Coptos. Parmi les 16 inscriptions de cette époque, il faut en mentionner 2 qui sont significatives. La première concerne probablement un certain Érémis qui fait une dédicace en disant « Bonne chance à toi, Théoctistos », dans lequel Théoctistos serait le nom d'un bateau qui irait en Inde. Et une autre, écrite par un certain Mélikos, ici, qui raconte qu'il a cheminé sans encombre depuis Bérénice durant 13 jours, ce qui est une indication évidemment de la durée du voyage, plus longue que celle que nous donne Pline, et, puisque là on est aux 2/3 seulement de la route, et qu'il reste aux personnages venant de Bérénice encore tout le secteur du Wadi Meni à remonter jusqu'à Phoenikon, et ensuite les dernières étapes entre Phoenikon et Coptos. Alors continuons notre route dans un secteur qui est très dense de vestiges, puisque si on suivait le Wadi Meni, on aboutirait aussi au Bir Meni, qui est en fait un cul-de-sac dans les montagnes et qui donc n'a jamais véritablement servi de voie de passage. Il y a un point d'eau naturel qui a été utilisé notamment par les populations du désert et depuis l'époque préhistorique, mais la route en fait ne passait pas ici. Elle bifurquait au niveau du Wadi Meni pour s'engager dans un autre wadi qui s'appelle le Wadi Meni al-Hir, Wadi Meni al-Hir qui aujourd'hui est barré par de puissantes dunes que vous voyez ici sur cette photo satellite. Et ce Wadi Meni al-Hir est intéressant pour nous pour 2 raisons, parce que d'une part il mène au fort d'Aphroditès Horus dont nous allons parler maintenant, et parce que juste au début de son parcours se trouvent à la fois des rochers et un autre lieu de halte situé ici, rochers qui ont accueilli des inscriptions d'époque romaine, et il y a aussi une tentative de creusement d'un puits probablement datable du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors voyons tout ceci en détail.
D'abord, la zone avec les rochers qui sont à l'ombre, comme vous le voyez ici, et ces beaux rochers qui étaient avec de belles faces verticales, parfaits pour recevoir des inscriptions, et qui ont donc marqué là aussi un lieu d'étape. Dans cette zone, nous avons à la fois les inscriptions sur les rochers et deux inscriptions au niveau de la Brie-sous-Roche qui est juste au-dessus. Ce sont principalement des textes grecs, des textes écrits en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a aussi 2 graffitis nabatéens et 3 graffitis sud-arabiques, dont un emblème de la tribu de Himyar, qui est l'une des tribus du Yémen, qui sont aussi datables de la même époque. Et puis, de la même façon que dans le Panayon du Wadi Meni, après une phase où il n'y a aucune inscription, on a à nouveau un tout petit groupe, là pour le coup de 2 inscriptions qui sont des monogrammes d'époque byzantine. Les inscriptions les plus significatives, qui sont donc situées sur ce rocher qu'on voit là, sont celles d'une part de Titus Vestorius Ializos, qui a inscrit son nom en l'an 8 de Tibère César Auguste. Titus Vestorius Ializos a un nom qui nous interpelle, puisqu'il s'agit d'un affranchi de la famille des Vestorii. Et Vestorius était un célèbre affairiste et financier de Pouzol, à nouveau, bien connu par la correspondance de Cicéron. Et c'est un personnage qui investissait à la fois dans des prêts, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de proto-industrie, dans la mesure où il avait installé à Pouzol et probablement à Cumes, qui est la ville voisine, des ateliers d'une certaine importance, fabriquant un colorant bleu à partir d'une recette égyptienne qu'il avait dû, disons, trouver ou se faire informer à Alexandrie. Et ce Vestorius, donc, avait fait fortune en vendant ce colorant bleu qui servait notamment dans la décoration murale. Sur ce personnage, je vous renvoie au très bel article de Jean Andreau qui s'appelle « À propos de la vie financière à Pouzol, Cluvius et Vestorius », paru dans un colloque qui s'était tenu à Naples dans les années 1980, qui s'appelle « Les bourgeoisies municipales italiennes au IIe siècle et au 1er siècle avant Jésus-Christ ». Et je vous renvoie aussi à un article plus récent qui est directement lié à l'inscription que nous avons sous les yeux, article écrit par Federico De Romanis qui s'appelle Graffiti Greci da Wadi Meni, El Hir, un Vestorius tra Coptos et Berenice, paru dans Topoi en 1996. Donc, outre ce personnage, qui évidemment nous renvoie encore à ces commerçants de Pouzol, il y en a un autre qui est tout à fait intéressant puisqu'il nous rapporte, notre graffiti nous rapporte le nom d'un certain Mamilius Marès, dont le gentilis, c'est-à-dire le nom Mamilius, se retrouve dans plusieurs ostracas des archives de l'entreprise de transport de Nicanor, dont les archives ont été trouvées à Coptos à la fin du XIXe siècle, entreprise qui faisait le transport de marchandises entre Coptos, Bérénice et Myosormos sous Claude et Néron. Donc on voit que grâce à ces personnages, le puzzle commence à se compléter. La répartition chronologique, comme nous l'avons vu, est donc similaire à celle du Panayon du Wadi Meni, et il est clair que cette zone du coude du Wadi a servi de halte pour des caravanes sûrement très importantes, ces haltes in monte dont nous parle Pline. Et c'était évidemment avant que les forts entrent en activité, et de fait, le fort suivant est situé à 13 km de là, et s'appelle Aphroditès Horus. Mais
Après l'abandon des forts, il y a eu, lorsque la ville de Bérénice et le port de Bérénice a connu cette renaissance que l'on sent dans les fouilles archéologiques à partir de la deuxième moitié du IVe siècle au Ve et au VIe siècle, il y a eu nécessité vraisemblablement de réaménager la route, et cette nécessité en fait a dû se manifester par une volonté de créer de nouveaux puits. Alors il est vraisemblable que à cette époque-là, le puits de Didumoy devait être ensablé, et vraisemblablement aussi celui d'Aphroditès Orus, et donc l'administration a peut-être décidé de créer un nouveau puits entre les deux stations. Et on va voir la carte ici. Vous voyez le fort de Didumoy est situé ici, celui d'Aphroditès Orus sera ce point rouge-là, le panion du Wadi Meni est ici, et entre les deux, donc à mi-distance, on a décidé de creuser un nouveau puits. C'est comme ça que l'équipe d'Henry Wright qui a prospecté la zone a interprété cette construction curieuse qui est au milieu du Wadi Meni Arhir, construction qui se compose de deux énormes masses de déblais autour d'une zone centrale, donc on imagine qu'on a essayé de faire un trou ici, et puis flanqué de quelques baraquements, dont un avec une banquette, que vous voyez là, qui est interprété comme l'abri des ouvriers qui creusaient le puits. Le matériel associé à ces dépôts, autant qu'on puisse le voir dans le rapport d'Henry Wright, est datable du IVe siècle après Jésus-Christ. Il semble que c'était une faillite dans la mesure où on a très très peu de matériel associé, on a l'impression que rien ne s'est développé. Il est même probable que le puits n'a jamais été creusé à la profondeur suffisante pour atteindre le niveau de l'eau. Et en tout cas, on a très peu de traces de fréquentation, donc il est vraisemblable que cette entreprise n'a pas fonctionné. Et nous allons donc maintenant, après avoir quitté, donc je vous rappelle que la tentative de creusement du puits est située ici, dans cette grande nappe blanche qui correspond aux alluvions du Wadi bloqués par les grandes dunes qui sont ici. Et nous allons suivre donc la route jusqu'au prochain fort qui est situé à 13 km de là, en suivant cette piste, et qui est donc appelé dans les textes Aphroditès Orus. Alors voici quelques images de la piste. Vous voyez la zone qui est barrée aujourd'hui par des dunes de sable très importantes qui ont expliqué que longtemps le fort d'Aphroditès a été difficile d'accès, en tout cas par les moyens modernes avec des voitures, mais il est évidemment toujours accessible par chameau. Et voici donc l'emplacement du fort d'Aphroditès Orus au centre d'une conque au milieu des montagnes. Mais il est 11 heures et nous allons prendre 5 minutes de pause avant d'attaquer le mont d'Aphrodite.